Chapitre 1. Le lieu ordinaire. Le bâtiment au 27 quai de la gare n'avait pas attiré l'attention. Ce fut sa première défense. Elle se dressait entre un marchand de charbon et un café aux volets clos dont les vitres n'avaient pas été lavées depuis des années. 4 étages, d'étroits balcons, une pierre grise noircie par la suie et l'humidité du fleuve. Les matins d'hiver, le brouillard de la Seine remontait le quai et se pressait contre la façade comme pour s'y infiltrer. La plupart du temps, les habitants n'y prêtaient guère attention. Ils allaient et venaient, la tête baissée, le col relevé, les mains enfoncées dans les poches. À l'intérieur, l'escalier embaumait le chou cuit, le cirage et le vieux papier. Les ampoules, jaunies et faibles, s'allumaient grâce à un bouton près de l'entrée qui ne fonctionnait jamais longtemps. Les marches grinçaient différemment selon la personne qui les montait. Les habitants pouvaient dire, sans même les regarder, s'il s'agissait de Madame Giraud du 3e étage ou du jeune Lucien du 2e. La vie dans l'immeuble suivait un rythme si régulier qu'il en devenait imperceptible. Chaque matin, à 6h30, M. Klein, au 1er étage, ouvrait ses volets avec un grincement violent, puis toussait pendant plusieurs minutes en faisant chauffer de l'eau pour le café. À 7 heures, Madame Rivière descendait l'escalier chercher du lait, ses pantoufles claquant sur le carrelage. À 8 heures, la porte d'entrée s'ouvrait et se fermait sans cesse au gré des allées et venues des employés et des dactylographes qui partaient pour leur bureau de l'autre côté de la rivière. Dans la cage d'escalier, personne ne parlait beaucoup. Les salutations se limitaient à des hochements de tête. On évitait de poser des questions. On savait depuis longtemps que l'intimité était mieux préservée lorsque les murs mitoyens étaient fins. Au 4e étage, à l'arrière du bâtiment, habitait Émile Vernoux. Il était là depuis une époque indéterminée, plus longtemps même que M. Klein, qui prétendait s'y être installé avant la guerre sans pouvoir préciser de quel appartement il s'agissait. Vernoux avait des horaires irréguliers et était discret. Il ne jouait pas de musique, il ne recevait personne. Ses chaussures étaient toujours impeccablement cirées, ses vestes soigneusement brossées et bien cuisées aux poignets. Il travaillait comme comptable, ou du moins il l'avait été. Personne ne savait vraiment s'il l'était encore. Il quittait l'immeuble la plupart des après-midi, rentrait avant le crépuscule et passait ses soirées à lire près de la fenêtre qui donnait sur la rivière. Parfois il fumait, parfois il restait simplement assis. On le remarquait surtout par son absence. Lundi soir, il n'est pas rentré. Au début, cela ne signifiait rien. Madame Rivière passa devant sa porte en montant l'escalier et ne remarqua rien d'inhabituel. Le paillasson était bien droit, aucun courrier ne dépassait. Monsieur Klein n'entendit pas de pas au-dessus de lui, mais cela lui arrivait souvent. Vernoux marchait à pas feutrés. Mardi s'est déroulé de la même manière. Mercredi matin, le brouillard était plus épais que d'habitude. La rivière en contrebas du quai coulait lentement comme un animal encore à moitié endormi. Le marchand de charbon voisin n'a reçu aucune livraison, le café est resté fermé. À 10 heures, Madame Giraud, du 3e étage, s'arrêta sur le palier, une main agrippée à la rampe. Elle montait lentement, s'arrêtant de temps à autre pour reprendre le souffle, lorsqu'elle réalisa qu'elle était restée silencieuse plus longtemps que nécessaire. Il y avait une odeur. C'était léger. Pas l'âpreté de la pourriture, pas encore. Quelque chose d'aigre, emprisonné, comme de l'eau restée trop longtemps dans un seau. Elle fronça les sourcils, monta une autre marche, puis s'arrêta de nouveau. L'odeur était plus forte ici. Elle frappa à la porte de Vernoux. Au début, poliment. « Monsieur Vernoux ?» Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort. Silence. Elle se pencha, soudain consciente du silence qui régnait dans le sol. Pas de radio, pas un mouvement. L'odeur imprégnait désormais l'air, indubitable. Madame Giraud n'a pas crié, elle ne s'est pas évanouie. Elle a fait ce que font les gens quand ils sentent que la vie a franchi un point de non-retour. Elle est descendue. À midi, le concierge fut appelé. À 13 heures, la police. Des uniformes apparurent dans la cage d'escalier, le bruit des bottes de roue résonnant là où passaient les pantoufles. La porte d'entrée était bloquée par un bloc de bois. Les voisins s'attardaient plus longtemps que d'habitude sur les paliers, les portes entr'ouvertes pour apercevoir les alentours. L'appartement au 4e étage, à l'arrière du bâtiment, était petit et agencé avec soin. Le corps gisait dans la chambre. Émile Vernoux était allongé sur le dos, sur les 3 lits, les mains croisées sur le ventre, comme si elles avaient été placées délibérément. Son visage était gris,
la bouche légèrement ouverte. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas de sang. La fenêtre était fermée. Le médecin se pencha sur lui, leva une paupière et appuya 2 doigts sur son col. « Mort depuis au moins 48 heures, peut-être plus longtemps », dit le médecin d'une voix calme. « Comment ?» demanda un des policiers. Le médecin se redressa. « Cela, dit-il, nécessitera plus de temps. » La pièce était chaude malgré le froid extérieur. Le petit poêle à charbon dans le coin avait brûlé récemment. Une bouilloire vide reposait sur la plaque de cuisson. Sur la table de chevet, un livre était ouvert, une feuille de papier marquant une page. Les policiers échangèrent un regard. Il ne s'agissait pas d'un vol. Le portefeuille était sur la table, l'argent à l'intérieur. La montre était toujours au poignet. C'était le genre de mort qui les perturbait plus que la violence elle-même. Un homme seul, dans un ordre précis, sans raison apparente. En fin d'après-midi, un calme pesant s'était établi dans l'immeuble. La police était partie, la porte de l'appartement de Vernou était scellée. La concierge, scellée derrière son bureau, tricotait sans compter ses mailles. Les habitants parlaient à voix basse. « Le cœur, peut-être, » dit Madame Rivière, bien qu'elle n'y crût pas. « Il était si calme, » a déclaré Monsieur Klein. « Il ne s'est jamais plaint. » Ce soir-là, la pluie commença à tomber. La rivière s'assombrit. Le brouillard se dissipa légèrement, laissant place à une bruine persistante qui tambourinait aux fenêtres et trempait les vêtements. À 7h30, un homme dans un épais manteau s'arrêta devant le 27 quai de la gare et leva les yeux. Il resta immobile un instant, les mains enfoncées dans ses poches, la pipe serrée entre les dents bien qu'elle ne fût pas allumée. Il ne se pressa pas. Il ne se pressa jamais. L'inspecteur Maigret observa le bâtiment comme s'il le mémorisait. Le marchand de charbon, le café fermé, la faible lumière qui filtre de la cage d'escalier, la rivière derrière lui gonflée et indifférente. Il est entré sans demander la permission. À l'intérieur, il s'arrêta au bas de l'escalier. L'odeur lui parvint aussitôt, pas forte mais présente. L'odeur de gens vivants les uns sur les autres, d'habitude répétée depuis trop longtemps. Le concierge leva les yeux, surpris. « Oui ?» Maigret ôta son chapeau. « L'inspecteur Maigret. » Elle hocha la tête, déjà résignée. « Au 4e étage, dit-elle. Monsieur Vernou. » Maigret n'est pas monté immédiatement. Il se tenait près de l'entrée, à l'écoute. Des pas au-dessus, une porte qui claque, quelqu'un qui tousse. Le bâtiment respirait autour de lui. Il alluma lentement sa pipe, tira une bouffée, 2, emplissant l'espace d'une fumée qui adoucit la vivacité de l'air. Puis il monta les escaliers. Il n'a pas compté les marches, mais il a remarqué comment le son changeait à chaque palier. Au 3e étage, une légère odeur de savon flottait dans l'air. Au 2e, celle d'oignons frits. Au 4e, l'air était plus frais. Il s'arrêta devant la porte de Vernou. Le sou était intact. Le bois était ancien mais bien entretenu. Aucune rayure autour de la serrure. Maigret posa brièvement sa paume contre la porte comme pour en tester la température, puis la retira. De l'autre côté du palier, une autre porte s'ouvrait de quelques centimètres. L'œil d'une femme apparut. Maigret ne se retourna pas. Il resta là un instant de plus, la pipe à la bouche, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Finalement, il se retourna et frappa doucement à la porte d'en face. L'œil disparut. La porte s'ouvrit plus largement. « Oui ? » ?»« Bonsoir, » dit Maigret. « Je ne suis pas venu pour vous interroger. Pas encore. » Elle hésita. « Je veux juste comprendre, » a-t-il ajouté. Cela suffisait généralement. Derrière lui, la cage d'escalier demeurait silencieuse. En contrebas, le fleuve poursuivait son lent cours vers la mer, emportant avec lui tout ce que l'on préférait ne pas voir. Et quelque part dans le bâtiment, derrière des portes closes, les habitudes commençaient déjà à changer, les routines discerbaient, non pas par la présence de la police, mais par le simple fait que le silence d'un homme était devenu permanent. Chapitre 2. La vérité silencieuse de la mort. Le matin, la pluie avait cessé, mais l'humidité persistait.
L'humidité s'accrochait aux quais et aux pierres de l'immeuble, s'infiltrant dans la cage d'escalier où l'air semblait plus lourd que d'habitude. La concierge ouvrit la porte d'entrée plus tôt que d'ordinaire, la calant avec le même bloc de bois que le veille, bien qu'il n'y eût plus aucune raison. Les vieilles habitudes, dérangées, se répétaient sans cesse. Au 4e étage, la porte d'Émile Vernou restait scellée. Les gens le transitaient plus lentement. Madame Giraud monta l'escalier avec une prudence délibérée, s'arrêtant une marche avant le palier, comme si une ligne invisible y avait été tracée. Monsieur Klein, qui ne montait rarement plus haut que le 1er étage, se prit à lever les yeux plus souvent qu'à l'ordinaire, à l'affût de bruits qui ne parvenaient plus. La mort avait déjà commencé à s'installer dans le bâtiment, non pas comme un choc, mais comme un ajustement difficile, comme une chaise retirée d'une pièce où les gens l'avaient appris à circuler sans y penser. L'inspecteur Maigret arriva peu avant 9 heures. Il portait toujours le même épais par-dessus, humide à l'ourlet, et ne semblait pas pressé. Il fit un signe de tête au concierge, accepta une tasse de café amer sans un mot et se tint près de l'entrée, se réchauffant les mains sur la porcelaine. « Le médecin arrive » demanda-t-elle. « Déjà, encore ce matin. » Maigret grogna. « Et le corps ?»« Ils sont toujours en haut, ils attendent. » Maigret termina son café, posa délicatement la tasse et monta les escaliers sans dire un mot plus. Le 4e étage était plus calme que la nuit dernière, trop calme. L'odeur avait changé. Moins aigre, elle avait laissé place à l'âcreté médicinale du désinfectant, qui ne masquait jamais ce qu'il était censé recouvrir. À l'intérieur, 2 hommes de la morgue attendaient près de la chambre, casquette à la main. Le médecin se tenait près de la fenêtre, lisant ses notes. Maigret entra lentement, comme s'il pénétrait dans une pièce privée plutôt que sur une scène de crime. L'appartement était d'une propreté presque austère. Aucun objet superflu, aucune photo personnelle au mur. Le mobilier était robuste, sobre et bien entretenu. Un homme qui abhorrait le gaspillage et le superflu. Maigret remarqua la disposition des chaises, l'alignement du tapis, la façon dont les rideaux étaient tirés uniformément de part et d'autre de la fenêtre. Rien n'avait été laissé au hasard, et pourtant rien ne semblait avoir été agencé pour faire de l'effet. Le médecin se retourna. « Inspecteur » Maigret hocha la tête. « Du changement » Le médecin ferma son carnet. Aucune trace de violence, aucune lutte, aucune blessure visible. Un arrêt cardiaque est possible, mais... Il hésita. « Quelque chose me perturbe. »« Quoi ?»« Le moment, » a dit le médecin, « et la position du corps. » Maigret entra dans la chambre. Émile Vernou était allongé comme la veille, les mains jointes, la chemise boutonnée jusqu'au col, la couverture soigneusement remontée jusqu'à la taille. Il a été placé ainsi, poursuivit le médecin, ou bien il s'est placé lui-même, ce qui semble peu probable. Maigret étudia le visage. La mort ne l'avait guère altéré. Les traits étaient calmes, presque sereins. Un homme qui savait rester immobile. « Et le poison ?» demanda Maigret. Le médecin hocha lentement la tête. « C'est possible. Quelque chose de bénin, quelque chose qui ne causerait pas de détresse immédiate. J'ai envoyé des échantillons pour analyse. » Maigret s'approcha de la table de chevet. Le livre était toujours là où il avait été laissé. Il le retourna. Un mince recueil d'essais. Rien de sensationnel. Le marque-page était un ticket de caisse plié en 2. « D'où » demanda Maigret. Le médecin y jeta un coup d'œil. Un café près du pont d'Austerlitz. Maigret remit le reçu à sa place. Il se rendit ensuite à la cuisine. La bouilloire était propre. Les tasses dans le placard étaient assorties. Une assiette séchait près de l'évier. « Un seul homme » murmura Maigret. « Oui ?»« Des visiteurs, peut-être ?» Le médecin secoua la tête. « Les voisins affirment qu'il était solitaire. » Maigret retourna dans la chambre. Les hommes de la morgue se sont légèrement agités, mal à l'aise sous son regard silencieux. « Vous pouvez le prendre » dit Maigret. Tandis qu'il soulevait le corps, Maigret les observait attentivement, non pas pour y trouver des preuves, mais pour la façon dont la pièce réagissait à l'absence. Le lit semblait soudain plus petit, l'espace étrangement vide. Une fois qu'ils furent partis, l'appartement parut vide d'une manière nouvelle. Maigret resta seul dans la chambre pendant plusieurs minutes, sa pipe éteinte à la main. Un homme comme Vernou ne meurt pas dans l'indifférence générale, même s'il vit discrètement. Quelqu'un quelque part a partagé un bout de son quotidien. Quelqu'un l'a côtoyé de près pour comprendre l'ordre de ses journées. Maigret entra dans le couloir. La première porte à laquelle il frappa appartenait à Madame Giraud.
Elle ouvrit rapidement, comme si elle attendait. « Oui, inspecteur ? Puis-je entrer ?» Elle s'écarta. Son appartement était plus chaud que les autres, rempli de meubles imposants et embaumé de lavande. Elle désigna une chaise d'un geste, puis resta debout. « Vous l'avez trouvé ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle serra les livres. Il semblait paisible. « Le connaissiez-vous bien ?» demanda Maigret. « Aussi bien qu'on peut connaître un voisin, » dit-elle avec précaution. « Nous avons échangé quelques mots. »« Quand avez-vous le voyou la dernière fois ?» Elle pensa. « Dimanche soir. Il est entré juste avant la tombée de la nuit. Il a hoché la tête. C'est tout. Est-ce que quelqu'un lui a rendu visite ?» Elle fronça les sourcils. « Non, que je n'ai vu. » Maigret laissa le silence s'étirer. Elle déplaça son poids. « Il y avait une femme, » ajouta-t-elle soudain. Maigret leva les yeux. « Quelle femme ?»« Je ne connais pas son nom. Elle est venue 1 ou 2 fois, toujours en fin d'après-midi. »« Récemment ?» Madame Giraud acquiesça. « La semaine dernière. » « Décrivez-la. »« Simple, » dit-elle après un moment. « Pas jeune, bien habillée mais sans être à la mode, sérieuse. » Maigret la remercia et partit. De l'autre côté du couloir habitait Lucien, un employé d'une 20aine d'années. Il ouvrit la porte en manches de chemise, les cheveux encore mouillés. « Oui ? You live opposite, monsieur Vernou ?» Lucien acquiesça. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours ?» Lucien hésita. « Il y a eu une dispute. Pas bruyante, juste tendue. »« Quand ?»« Samedi. »« Avec qui ?»« Je ne sais pas. La voix d'un homme. » Maigret classa cela. « Au 3e étage, M. Klein prétendait ne rien savoir. Je me mêle de mes affaires, dit-il en toussant dans un mouchoir. Mais lorsque Maigret se retourna pour partir, Klein reprit la parole. « Il a cessé d'aller au café le matin, a-t-il dit, il y a environ 2 semaines. » Maigret marque une pause. « C'était une habitude ?»« Oui, tous les jours à la même heure. » Et puis, il s'est arrêté. À midi, Maigret en avait assez entendu. Il retourna sur le quai et s'arrêta au bord du fleuve, observant les péniches qui passaient lentement. Le brouillard s'était dissipé, mais le ciel restait bas et gris. On n'abandonne pas une habitude sans raison. Dans l'ordre bien ordonné de la vie d'Émile Vernou, quelque chose avait changé, quelque chose de discret, quelque chose de personnel. Et c'est là, Maigret le savait, que se trouverait la vérité. Chapitre 3. Le poids de la présence. L'inspecteur Maigret est retourné à 27 quai de la gare en début d'après-midi, lorsque la journée avait atteint son heure la plus authentique. Le matin offrait toujours des excuses, du travail à faire, des obligations, des routines qui permettaient d'éviter les distractions. L'après-midi, les occasions de se cacher se faisaient plus rares. La faim les ramollissait, la fatigue relâchait leur emprise sur eux-mêmes. La concierge le regarda entrer sans surprise cette fois. Elle s'était déjà habituée à sa présence, non pas une question d'autorité, mais de prestance. Maigret ne s'imposait pas. Il occupait l'espace, et l'espace s'adaptait à lui. « Je serai à l'étage, » dit-il simplement. Elle hocha la tête. « Ils sont tous rentrés à la maison. » Maigret monta lentement les escaliers, une main glissant le long de la rampe. Il percevait le bâtiment différemment désormais. La veille, il avait été un écrin de silence, aujourd'hui il semblait veiller. Au 2e étage, une radio diffusait une douce musique derrière une porte. Au 3e, quelqu'un déplaçait des chaises, puis s'arrêta brusquement, comme s'il se souvenait de quelque chose. Au 4e, le couloir paraissait interminable. La porte de Vernou restait close, mais Maigret n'y jeta à peine un coup d'œil. Il savait déjà ce qu'elle pouvait lui offrir. Désormais, ce qui l'intéressait, c'étaient les vivants. Il frappa de nouveau à la porte de Lucien. Lucien l'ouvrit aussitôt. Cette fois, il était correctement habillé, col boutonné, veste sur la tête, comme s'il s'attendait à une visite officielle. « Inspecteur. » Maigret acquiesça et entra sans attendre d'y être invité. L'appartement de Lucien était spartiate. Un lit étroit, un bureau encombré de papier, un cendrier débordant malgré la fenêtre ouverte. Il sentait l'encre et le tabac bon marché. « Vous travaillez tout près, » a dit Maigret. « Oui, les bureaux du ministère. » « À quelle heure partez-vous le matin ?» Lucien répondit rapidement.
8 heures, parfois plus tôt. Et samedi? Lucien hésita juste assez longtemps pour le remarquer. Samedi, j'étais chez moi. Toute la journée? Non, je suis sorti l'après-midi. Maigret s'assit lourdement sur la chaise près du bureau. Le bois craqua sous son poids. « Vous avez évoqué une dispute, » a dit Maigret en allumant sa pipe. « Racontez-moi. » Lucien s'appuya contre le mur, les bras croisés. Ce n'était pas vraiment une dispute, juste des voix. Soulevé? Non. En colère? Lucien chercha le mot. Maîtrisé, dit-il finalement. Trop maîtrisé. Maigret hocha la tête, la fumée s'élevant en volute. Qui était-ce? Je ne sais pas. Un homme, plus âgé. De l'appartement de Vernoux? Oui. Quelle heure? Tard, après le dîner. Et combien de temps a-t-il duré? Pas longtemps, 5 minutes peut-être. Qu'est-ce qui vous l'a permis de le remarquer? Lucien semblait gêné. Le silence qui suivait, c'était pesant. Maigret se leva. Merci. Lucien le regarda partir avec un soulagement visible. De l'autre côté du couloir, la porte de l'appartement de Madame Giraud était ouverte. Elle attendait. « Je me suis souvenu de quelque chose, dit-elle, avant que Maigret ne pût parler. Il entra à l'intérieur. « La femme, dit-elle, elle est venue vendredi. Quelle heure? Fin d'après-midi, 4 heures peut-être. Elle est restée longtemps? Non, moins d'1 heure. Se sont-ils disputés? Non, ils parlaient à voix basse. Madame Giraud croisa les mains. Mais quand elle est partie, il ne m'a pas regardé. D'habitude, il hochait la tête. Maigret étudia son visage. « Et cela vous a dérangé ?» Elle rougit légèrement. Il avait toujours tellement raison. Maigret savait que la raison était souvent confondue avec le calme. En réalité, elle exigeait un effort constant. Maigret descendit ensuite au premier étage. Monsieur Klein ouvrit lentement la porte, touchant avant de parler. « Yes? Vous avez mentionné un café, » a dit Maigret. « Oui. Où? » De l'autre côté de la rivière, près du pont. Tous les matins? Depuis des années. Et puis, il s'est arrêté. Oui. A-t-il dit pourquoi? Klein secoua la tête. Il n'a pas dit grand-chose, mais quand un homme change une habitude à son âge, cela signifie quelque chose. Maigret le remercia et retourna dehors. Le café près du pont d'Austerlitz était petit et sombre, ses vitres bouées de le souffle des clients et de la vapeur de la machine derrière le comptoir. Maigret entra sans regarder autour de lui, commanda une bière et s'assit à la table du coin. Le propriétaire, un homme trapu aux vieux taillés, le reconnut immédiatement. « Police ?» Maigret hocha légèrement la tête. « You knew Émile Vernoux. » L'homme s'essuya les mains sur son tablier. « Oui, tous les matins. Café noir, toujours à la même place. Quand a-t-il cessé de venir? Il y a 2 semaines. A-t-il dit quelque chose? Non. Avait-il l'air différent? Le propriétaire fronça les sourcils. Plus calme, dit-il, mais il a toujours été calme. Quelqu'un l'a rencontré ici? Parfois, dit lentement l'homme. Une femme. Maigret attendit. Elle ne buvait pas de café, poursuivit l'homme. Elle restait assise, elle le regardait. Décrivez-la. Simple, sérieux. Maigret termina sa bière. Dehors, la lumière de l'après-midi éclairait le quai en oblique. Le fleuve coulait paisiblement, indifférent au regard. Lorsque Maigret revint dans le bâtiment, l'atmosphère avait de nouveau changé. Les portes étaient désormais closes. Chacun s'était replié sur soi, conscient que l'observation n'était plus passive. Maigret ne les a pas forcés. Il s'assit sur les marches entre le premier et le 2e étage, pipe à la main, et attendit. Il s'écoula près d'1 heure avant qu'une porte ne s'ouvre au-dessus de lui. Des pas feutrés descendirent. Maigret ne leva les yeux que lorsque la femme atteignit le palier. Elle s'est figée. « Je ne suis pas là pour vous arrêter », dit calmement Maigret. Elle avala. « Je sortais, tout simplement. » Bien sûr. Elle resta immobile. « You visited Monsieur Vernoux », dit Maigret. Ce n'était pas une question. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Oui. Votre nom? Madeleine Charpentier. Pourquoi l'avez-vous vu? » Elle hésita. « Parce qu'il me l'a demandé. » Récemment? Oui.
Que voulait-il? Elle fixait le mur. Pour parler, dit-elle. Maigret se leva lentement. À propos de quoi? Elle croisa son regard pour la première fois. À propos de quelque chose qu'il avait fait. Maigret attendit. Il avait peur, dit-elle doucement. Pas de mourir, d'être compris. Cela suffit, pour le moment. Maigret s'écarta et la laissa passer. Tandis qu'elle descendait les escaliers, il observa la précaution avec laquelle elle posait les pieds, comme si elle craignait de faire du bruit. Il songea que certaines personnes vivaient ainsi, craignant le bruit qu'elle produisait. Derrière lui, le bâtiment retenait son souffle, et quelque part entre ses murs, la vérité attendait, ni cachée, ni déguisée, simplement patiente, comme tout le reste dans la vie qu'Émile Vergnoux avait construite. Chapitre 4. Visage et silence. L'inspecteur Maigret n'a pas interrogé Madeleine Charpentier cet après-midi-là. Il avait appris depuis longtemps que les premiers mots prononcés par une personne effrayée n'étaient pas rarement les plus importants. Ce qui comptait davantage, c'était ce qui restait non dit. Les silences, la posture du corps, ce que l'on évitait de regarder. Madeleine l'avait croisée dans l'escalier, soulagée d'avoir quitté une pièce sans être trop vue. Elle marchait un pas rapide mais sans précipitation. Les épaules crispées, les mains gantées bien que la journée ne fût pas assez froide pour cela. Une femme habituée à se protéger du contact. Maigret la laissa partir. Ce soir-là, il rentra à son bureau du quai des Auvergnes plus tard que d'habitude, prit un copieux dîner sans y goûter et rentra tôt. Il dormit mal. L'appartement de Vergnoux lui revint par fragments. La netteté, les mains jointes, l'absence de désordre. Une vie si soigneusement agencée qu'elle dissimulait la tension. Le lendemain matin, Maigret arriva à 27 quai de la Tourmelle avant 7 heures. La ville s'éveillait à peine. Des charrettes de livraison caillotaient sur le quai, le souffle des chevaux se mêlant à la vapeur dans l'air froid. Le Flood était pâle et bas, sa surface sillonnait de lentes ondulations qui reflétaient le ciel gris. En entrant dans le bâtiment, la cage d'escalier était sombre et silencieuse. Maigret se tenait près de l'entrée et attendit. Il ne prenait pas de notes, il ne bougeait pas, il observait simplement. À 6h30, M. Klein ouvrit ses volets avec le grincement habituel. Un instant plus tard, la toux commença, profonde, persistante, presque rituelle. Maigret l'écouta. Il entendit le rythme. Ce n'était pas la toux d'un homme en danger immédiat, mais elle n'était pas inoffensive non plus. Klein vivait avec, organisait ses journées en fonction, comme il s'adaptait à d'autres absences. À 7 heures, Madame Rivière descendit l'escalier, le flacon de lait cliquetant gentiment contre la rampe lorsqu'elle perdit l'équilibre un instant. Elle jeta un coup d'œil à Maigret, hocha la tête d'un air strict et poursuivit sans mots. Elle ne regarda pas vers le 4e étage. Lucien partit à 8 heures avec sa mallette sous le bras, le regard droit devant lui. Il marchait plus vite que d'habitude, il ne fuma pas sa cigarette sur le seuil comme la veille. À 9 heures, l'immeuble était vidé de ses occupants. Maigret resta. Il monta lentement, s'arrêtant à chaque palier, écoutant les sons qui filtraient à travers les portes. Une bouilloire qui chauffe, une radio à faible volume, le froissement d'un tissu. C'étaient ces détails qui dessinaient la vraie carte d'un lieu. Au 4e étage, il s'arrêta devant la porte scellée de Vergniaud. Il n'y toucha pas cette fois-ci. Il examina plutôt les portes voisines, les poignées usées, les légères rayures près des serrures, la façon dont les lames du parquet se courbaient légèrement vers l'intérieur là où l'on se tenait le plus souvent. La présence humaine laissait des traces, même lorsqu'elle essayait de les dissimuler. De l'autre côté du couloir, la porte de Madame Giraud s'ouvrit. Elle sourit nerveusement. « Vous êtes en avance, inspecteur. »« Vous aussi ?» dit Maigret. Elle s'écarta, déjà résignée à une autre visite. À l'intérieur, l'appartement embaumait le pain frais. Une casserole mijotait sur le feu. Madame Giraud s'affairait à des gestes inutiles, redressant une chaise qui n'en avait pas besoin. « Vous nous observez ?» dit-elle soudain. Maigret leva les yeux. « Oui. » Elle rit faiblement. « Je le pensais bien. »« Cela vous dérange-t-il » Elle réfléchit. « Non, » a-t-elle finalement dit. « Cela me fait réfléchir. »« À propos de quoi ?»« À quel point nous nous connaissons peu. » Maigret acquiesça. « Parlez-moi de Vergnoux, » dit-il. Elle soupira. Il était poli. Correct. Il ne posait jamais de questions. « Et vous ?»« Oui, je l'ai fait, » a-t-elle admis. « Une ou deux fois. »
Qu'a-t-il répondu? Pas beaucoup. Que vouliez-vous savoir? Elle hésita. Pourquoi vivait-il seul? Maigret attendit. Il a dit qu'il préférait que ce soit comme ça, a-t-elle poursuivi. Mais ce n'était pas vrai, pas tout à fait. Comment savez-vous? Parce que parfois il écoutait, dit-elle doucement. Trop attentivement. Maigret savait que l'écoute attentive n'était pas synonyme d'intimité. Souvent, elle était le substitut. Il la remercia et partit. Au 3e étage, Maigret frappa à une autre porte, une porte qu'il n'avait pas encore visitée. Une femme d'une 40aine d'années répondit. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage impassible. « Oui, je suis l'inspecteur Maigret. »« Je sais. » Son appartement était impeccable, presque stérile. Aucun objet personnel en vue. « Vous vivez seul ?» demanda Maigret. « Oui. »« Connaissiez-vous Monsieur Vernou ?» Elle hocha la tête. « Légèrement. »« Lui avez-vous rendu visite ?» ?»« Non. »« Est-ce qu'il vous a rendu visite ?» Elle hésita. « Une fois, a-t-elle dit. »« Quand ?»« Mois dernier. »« Pourquoi ?» Elle détourna le regard. « Posez une question. »« Quelle question ?» Elle inspira brusquement. « La question de savoir si les gens ont un jour payé pour ce qu'ils ont fait en secret, a-t-elle déclaré. Maigret l'observa. « Qu'avez-vous répondu ?»« Que tout le monde paie, a-t-elle dit. Tôt ou tard. » Maigret partit sans commentaire. Chapitre 5. Questions posées à voix basse. L'inspecteur Maigret ne précipita pas la suite. Il avait appris que la hâte perturbait ce dont il avait le plus besoin, le cours naturel des journées. Lorsque les questions arrivaient trop tôt, les réponses devenaient des mises en scène. Lorsqu'elles arrivaient tard, presque comme une pensée après coup, la vérité s'échappait plus facilement. Il retourna à 27 quai de la Gare le lendemain matin. Il portait un paquet en papier acheté à la boulangerie du coin. Il mangea debout dans la cage d'escalier, les miettes tombant sur les pierres, comme s'il était chez lui. L'immeuble l'accueillit avec une familiarité teintée de réticence. À présent, les habitants avaient cessé de faire comme si l'enquête n'était qu'un désagrément passager. Elle s'était infiltrée dans leurs habitudes. Les portes s'ouvraient plus lentement, les radios fonctionnaient à faible volume. On se sentait observé. Maigret commença par les questions les plus simples. Pas à propos de la mort. À propos des vivants. Il frappa à la porte de Lucien peu après 8 heures en s'arrangeant pour que le jeune homme soit sur le point de partir. Lucien l'ouvrit, son manteau à moitié enfilé. « Inspecteur ? » « Tu vas travailler ?» dit Maigret. « Oui. »« Vous prenez le même chemin tous les jours ?» Lucien acquiesça. « Le même bus ?» Oui. »« Avez-vous changé cela récemment ?» Lucien fronça les sourcils. « Non. » Maigret étudia son visage, la légère tension autour de la bouche. « Vous vivez seul ?» Oui. Toujours ? Lucien hésita. Depuis que j'ai emménagé ici. Maigret hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Vous avez entendu une voix d'homme dans l'appartement de Vernou samedi, a-t-il dit. L'avez-vous reconnu ? Non. Pourriez-vous le décrire ? Lucien fouilla dans sa mémoire. Bas, dit-il, calme. Pas menaçant. Cela vous semble familier ? Lucien secoua la tête. Maigret s'écarta. Bonne journée ? Lucien partit rapidement, soulagé. Au 3e étage, Maigret frappa à la porte de la femme aux cheveux tirés en arrière, celle qui croyait que tout le monde finissait par payer. Son nom était Hélène Morel. Cette fois, elle ne l'invita pas à entrer. Elle resta sur le seuil, les bras croisés. « Vous m'avez déjà parlé, »
dit-elle. Oui. Alors tu sais tout ce que je sais. Maigret regarda par-dessus son épaule, à l'intérieur de l'appartement. Vous vivez très tranquillement, dit-il. Oui. Vous recevez des visiteurs? Non. Vous recevez des visiteurs? Non. Dites Monsieur Vernou? Elle hésita. Je ne saurais pas. Maigret attendit. Il m'a parlé une seule fois, a-t-elle ajouté. C'est tout. Que voulait-il? C'est vous qui m'avez posé la question. Et vous avez répondu, mais pas complètement. Sa mâchoire se crispa. Il avait besoin d'être rassuré, a-t-elle dit. Le temps atténue les responsabilités. Et vous l'avez rassuré? Non. Maigret acquiesça. Tu ne l'aimais pas, dit-il doucement. Elle se raidit. Je ne le détestais pas. Mais tu ne lui as pas pardonné non plus. Elle ne dit rien. Maigret la remercia et partit. En fin de matinée, Maigret avait de nouveau interrogé chacun, brièvement, d'un ton désinvolte, comme pour recueillir des impressions plutôt que des affirmations. Il posa des questions sur les mets, les chausets, le sommeil, sur ceux qui aimaient se lever tôt et ceux qui faisaient la grasse matinée, sur des habitudes que personne ne jugeait dignes d'être mentionnées. Des tendances commencèrent à se dessiner. Madame Giraud cuisinait tous les soirs à 6 heures, sans faute. Monsieur Klein lisait le journal 2 fois par jour, matin et soir. Lucien rentrait tard le jeudi. Hélène Morel ne sortait rarement de son appartement le dimanche. Et Vernou a cessé de fréquenter le café. Il recevait des visiteurs à des heures indues. Il posait des questions qui mettaient les gens mal à l'aise. À midi, Maigret alla au café près du pont. Cette fois, il resta plus longtemps. Il commanda un sandwich et observa la salle. Le propriétaire se musa derrière le comptoir avec une indifférence feinte. Les clients allaient et venaient. Personne ne prêta attention à Maigret après un premier regard. « Fenit-elle jamais avec quelqu'un d'autre » finit par demander Maigret. « Avec elle seule » dit le propriétaire. « Parlait-il » ? « Pas beaucoup. »« Se disputait-il » ? « Non. » « Avait-il jamais l'air contrarié » ? Le propriétaire haussa les épaules. C'était un homme qui ne montrait pas les choses. Quelqu'un d'autre l'avait rencontré ici ? Le propriétaire hésita. Une fois, dit-il. Un homme, plus âgé. Quand ? La semaine dernière. Le regard de Maigret s'aiguisa. Décrivez-le. Respectable, chapeau, manteau. Pas un homme ordinaire. Sont-ils restés longtemps ? Non, 10 minutes. Se sont-ils disputés ? Non. Qu'ont-ils fait ? Rien, c'est ça qui était étrange. Maigret termina son sandwich. De retour au bâtiment, l'après-midi s'étira longuement dans le silence. Le brouillard revint en voile ténue. Les sons soufflaient. Le temps semblait suspendu. Maigret choisit une place sur le palier du 3e étage et s'assit. Il n'a pas frappé. Il n'a pas crié. Il attendit. Il s'est écoulé près d'1 heure avant qu'une porte ne s'ouvre. Hélène Morel s'engagea dans le couloir, sac à main à la main. Elle s'arrêta en le voyant. « Je ne vous en empêche pas, » dit calmement Maigret. « Je sais. » Elle n'a pas bougé. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Pour une promenade. »« Vous ne sortez généralement pas à cette heure-ci » Ses lèvres se crispèrent. « D'habitude, je n'ai pas un inspecteur de police assis devant ma porte. » Maigret esquissa un sourire. Assez juste. Elle hésita, puis prit la parole. « Il voulait avouer, » dit-elle brusquement. Maigret ne réagit pas. « Vernou, » poursuivit-elle. « Il voulait avouer, pas à la police,
à quelqu'un qui pourrait le comprendre. Et toi? J'ai refusé, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Maigret hocha lentement la tête. Les gens disent ça quand ils ont peur de rouvrir de vieilles blessures. Ses yeux ont étincelé. Tu crois que j'ai peur? Je pense, dit Maigret, que le silence peut devenir une habitude, tout comme le café du matin. Elle le fixa du regard, puis le bouscula et descendit les escaliers. Maigret resta assis. Confession. La peur d'être compris. Vieille blessure. Il regagna son bureau à la tombée du jour, accablé par le poids de petits aveux et d'esquives soigneusement étudiées. Rien pour l'instant de directement lié au décès. Mais Maigret savait qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que tout s'éclaircisse d'un coup. La vérité, comme les êtres humains, ne se révélait qu'en suivant son propre rythme. Et quelque part, dans le calme que Vernou avait perturbé, ce rythme commençait à vaciller. Chapitre 6. Une habitude perdue. La pluie revint pendant la nuit, non pas en orage, mais en bruine persistante et patiente, comme si elle s'acharnait à user les choses plutôt qu'à les détruire. Au matin, les pierres du quai étaient sombres et glissantes, le rive gonflé et opaque. Paris paraissait plus petit, sous ce ciel, comme comprimé, à l'image d'une pièce aux fenêtres closes. L'inspecteur Maigret arriva tôt, plus tôt que ne le souhaitait la concierge. Elle venait à peine de finir de laver les marches de l'entrée et était encore en train de nouer son tablier lorsqu'il entra. « Tu ne dors pas beaucoup ?» dit-elle, mi-accusatrice, mi-admirative. Maigret haussa les épaules, essuya l'eau de ses chaussures et resta un instant près de la porte. Il ne monta pas tout de suite. Il écouta. La pluie étouffait les sons, mais elle les révélait aussi. Les pas résonnaient plus distinctement, les portes semblaient claquer plus fort en se refermant. Un peu plus haut, une chaise grinçait, puis s'arrêtait. Maigret ôta son chapeau et son manteau et les suspendit soigneusement au porte-manteau près du bureau du concierge, comme s'il comptait rester. « Je vais rester ici un moment, a-t-il dit. Elle acquiesça. Je m'en doutais. Il s'assit sur la chaise en bois contre le mur et alluma sa pipe. La fumée s'éleva en volute, lentement et délibérément, emplissant l'espace d'une chaleur plus intense que l'air humide. Pendant près d'une heure, rien ne s'est passé. Puis, peu après 8 heures, M. Klein descendit l'escalier plus lentement que d'habitude. Il s'arrêta en apercevant Maigret, coussa dans son mouchoir et hocha la tête. « Inspecteur ? Monsieur Klein ? Vous êtes arrivé tôt. » Je scie. Klein esquissa un sourire. Une habitude. Maigret le regarda ouvrir la porte, hésiter, puis la refermer sans mettre le pied dehors. « Tu ne sors pas ?» demanda Maigret. Klein hocha les épaules. « Aucune raison aujourd'hui. » Une autre habitude, interrompue. Maigret n'a fait pas commentaire. À 8h30, Madame Rivière descendit chercher son lait, puis remonta, jetant un coup d'œil involontaire vers le 4e étage. Elle s'en aperçut et parut gênée. À 9h, Lucien était parti. Ses pas étaient vifs, presque trop vifs, comme si la vitesse elle-même était une forme de défense. Maigret attendit que le bâtiment se soit stabilisé, puis se leva. Il monta au 4e étage et s'arrêta devant la porte scellée de Vernou. La bande de papier qui la fermait commençait à se recourber sur les bords, se détendant, comme si l'appartement lui-même exhalait un souffle. Maigret l'examina longtemps. Un homme qui vivait selon une routine ne l'abandonnait pas facilement. Et celui qui rompait une habitude rompait d'autres habitudes, quoique plus subtilement. Maigret descendit au 3e étage et frappa à la porte d'Hélène Morel. Elle ne répondit pas. Il attendit, écouta. Il percevait des mouvements à l'intérieur, doux, délibérés, des mouvements qui cherchaient à passer inaperçus. Il frappa à nouveau, doucement. Après un long silence, la porte s'ouvrit. « Oui, vous êtes chez vous, » dit Maigret. « Oui, vous ne l'étiez pas hier après-midi. »« Je suis sorti. »« D'habitude, non. » Elle ne la nia pas. « Puis-je entrer ?» Elle s'écarta sans dire un mot. Vernou était un homme méthodique, non seulement soigné, mais rigoureux, un homme qui avait confiance dans les systèmes.
Des comptes équilibrés, des papiers classés, des habitudes répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent la preuve de sa stabilité. Et puis, quelque chose avait perturbé cet équilibre. Maigret s'arrêta dans un petit bistrot et commanda son déjeuner. Il mangea lentement, sans rien goûter, l'esprit absorbé par des détails qui ne faisaient pas encore sens. La femme qui observait Vernou en silence, le vieil homme qu'il avait croisé 2 fois et qui était reparti sans laisser de traces. L'enveloppe passa discrètement, sans cérémonie. Des documents, pensa Maigret. Un comptable n'avoue pas avec des mots s'il peut avouer avec des chiffres. Après le déjeuner, Maigret se rendit aux archives municipales. Il ne se fit pas connaître à haute voix, il ne le faisait jamais. Il demanda à consulter les anciens dossiers, actes et registres relatifs à l'immeuble du quai et à ses habitants. Le préposé, ayant perçu le ton plutôt que l'autorité, accéda à sa demande sans rechigner. En milieu d'après-midi, Maigret était assis seul à une table jonchée de dossiers qui sentaient la poussière et le temps. Il feuilleta les noms. Vernou avait vécu à cette adresse pendant près de 20 ans, auparavant dans un autre appartement, avant cela encore dans une colocation qui n'existe plus. Aucune épouse déclarée, pas d'enfants, pas de famille proche à proximité. Mais ensuite, glissé dans un dossier marqué « Dossier d'emploi », Maigret découvrit quelque chose qui le fit s'arrêter. Émile Vernou avait autrefois travaillé non seulement comme comptable, mais aussi comme auditeur interne pour une entreprise privée qui n'existait plus. Ces dates attirèrent l'attention de Maigret. Fin des années 1930, une période où beaucoup de choses avaient été faites discrètement, sous pression, et justifiées plus tard par la nécessité. Maigret referma lentement le dossier. On croyait souvent que le temps effaçait les pires actes des gens. C'était une erreur. Le temps ne faisait que les enfouir plus profondément, où ils attendaient, immuables. Lorsque Maigret revint à l'immeuble, le crépuscule commençait à tomber. Les lumières de la cage d'escalier étaient déjà allumées, diffusant leur faible lueur jaune. La concierge leva les yeux en entrant, son tricot posé sur les genoux. « Tu étais parti ?» dit-elle. « Oui. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Maigret esquissa un sourire. « J'ai trouvé où chercher ensuite. » Il ne monta pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'assit un instant avec le concierge, partageant le calme. « Vous travaillez ici depuis longtemps, dit-il. »« Assez longtemps. Vous connaissez les habitudes de tout le monde. » Elle renifla doucement. « Tout le monde connaît les habitudes de tout le monde. Ils font juste semblant de ne pas les connaître. »« Vers nous, vous est-il déjà parlé ?»« Parfois, dit-elle, pour des choses pratiques. »« Et pour le reste ?» Elle hésita. « Une fois, dit-elle. Il m'a demandé si les gens revenaient parfois réclamer ce qu'ils avaient perdu. » Maigret la regarda. « Qu'avez-vous répondu ?»« Les gens reviennent pour de nombreuses raisons, a-t-elle déclaré, pas toujours pour ce qu'ils disent. » Maigret acquiesça. Au 3e étage, Maigret frappa de nouveau à la porte de Madame Giraud. Elle l'ouvrit avec moins de nervosité cette fois. La familiarité, même non désirée, engendrait une sorte de résignation. « Vous avez réfléchi, » dit Maigret en entrant. « Je me suis souvenu. C'est souvent la même chose. » Elle lui fit signe de s'asseoir. « Je vous ai parlé de cette femme, dit-elle, mais il y avait plus. » Maigret attendit. « Il y a eu des lettres, dit-elle. Pas récemment, il y a des années. Il reçut beaucoup de lettres, puis soudainement, plus rien. Comment savez-vous ? Le concierge se plaignait de devoir les trier, tant d'enveloppes, toutes avec la même écriture. Et puis, elles se sont arrêtées. » Maigret se lança en arrière. « Avez-vous finalement vu qui les a envoyées ? » ?»« Non. Mais vous avez remarqué quand elles se sont arrêtées ? » ?»« Oui. Et c'était inhabituel. »« Oui, dit-elle doucement. » Il semblait soulagé. Le soulagement, pensa Maigret, n'était pas synonyme de paix. Au 2e étage, la porte de Lucien était fermée, laissant filtrer de la lumière. Maigret frappa une fois. Lucien ouvrit la porte, surpris. « Je ne m'attendais pas à... Je sais. » Lucien s'écarta. « Vous habitez ici depuis combien de temps ?» demanda Maigret. « 2 ans. »« Avant cela ? » ?»« Avec mes parents. »« Et avant cela ? » « C'est tout. »
Maigret l'observa. « Vous gérez votre temps avec précision. Horaire, itinéraire, repas. » Lucien haussa les épaules. « J'aime l'ordre. Vernou aussi. » Lucien se raidit. « Vous l'admiriez, » dit Maigret. « Je le respectais, » corrigea Lucien. « Pourquoi ?» Il était stable, après une pause. Maigret acquiesça. « Vous est-il déjà donné des conseils ?» Lucien hésita. « Oui. » À propos de quoi? Il s'agit d'économiser, dit Lucien. Il s'agit d'être prudent. Et vous a-t-il jamais prévenu? Lucien serra les lèvres. À propos de quoi? À propos des conséquences. Lucien détourna le regard. Il a dit, murmura Lucien, que certaines dettes n'apparaissent pas sur papier. Maigret se leva. C'est vrai, dit-il. Au 4e étage, Maigret se tenait de nouveau devant la porte scellée de Vernou. Le papier s'était encore détaché. Quelqu'un l'avait effleuré récemment. Une personne curieuse. Une personne anxieuse. Maigret n'avait pas encore approfondi cette idée. Au lieu de cela, il descendit et quitta le bâtiment, laissant la nuit l'envahir. Plus tard, dans son bureau, Maigret passa en revue ses impressions de la journée, plutôt que les faits. Il avait compris que les listes étaient moins utiles que les ambiances. Vernou était un homme accablé par le savoir, plus que par la seule culpabilité. Il portait un fardeau depuis des décennies. Quelque chose de documenté, quelque chose de précis. Des gens étaient revenus vers lui, une femme qui l'observait, un homme qui avait récupéré une enveloppe, un voisin qui écoutait avec trop d'attention. Et sous tout cela, un silence partagé, un accord non exprimé à voix haute, mais maintenu par la routine et l'évitement. Maigret se versa un verre et se tint près de la fenêtre. La vie privée n'était jamais totalement privée, elle finissait toujours par fuiter, par les habitudes, par les silences, par ce que les gens choisissaient de ne pas expliquer. Dans le passé de Vernou, un crime discret avait marqué plusieurs vies, et maintenant ces marques refaisaient surface, non pas de façon spectaculaire ou violente, mais de la manière la plus troublante qui soit. Par la mémoire. Et la mémoire, Maigret le savait, était le seul témoin qui n'oubliait jamais, même quand on souhaitait désespérément qu'elle oublie. Chapitre 8. Pression sans contact. Le lendemain, l'inspecteur Maigret n'a rien fait qui puisse être qualifié d'enquête. Cela aussi était délibéré. Il n'est pas retourné à 27 quai de la Gare le matin, il n'a convoqué personne à son bureau, il n'a demandé ni dossier ni rapport. Pour un observateur extérieur, l'affaire aurait pu sembler au point mort, s'inscrivant dans la catégorie des décès qui attendent patiemment une explication. Mais Maigret le savait mieux que quiconque. La pression ne résultait pas toujours d'actions concrètes. Souvent, elle provenait d'une attente, de la conscience d'être observé, même dans l'absence de toute présence visible. Il a passé la moitié à marcher. Paris se dévoilait autrement lorsqu'on flânait sans but précis. Maigret traversait les ponts, s'attardait près des marchés, s'arrêtait dans les entrées des maisons pour observer le passage des passants. Il laissait le rythme de la ville apaiser ses propres pensées. Émile Vernou avait vécu par la maîtrise, par l'ordre. Et la maîtrise, songea Maigret, était une chose fragile. Une fois perturbée, elle ne se brisait pas, elle se resserrait. On devenait prudent, on s'observait, on commettait des erreurs non par imprudence, mais en s'efforçant trop de rester inchangé. En début d'après-midi, Maigret retourna au bâtiment situé sur le quai. La concierge leva brusquement les yeux lorsqu'il entra, comme s'il l'attendait sans s'en rendre compte. « Rien d'aujourd'hui » demanda-t-elle. Maigret ôta son chapeau. « Assez. » Il n'a donné aucune explication. Il monta l'escalier et s'arrêta sur le palier du 3e étage, s'asseyant sur la marche comme avant. Il alluma sa pipe et attendit. Le bâtiment réagit. Au début, rien ne bougea. Puis, peu à peu, les bruits habituels de l'après-midi reprirent. Quelqu'un qui faisait bouillir de l'eau, une radio allumée puis aussitôt baissée, une chaise rapprochée de la table. Chacun vérifiait si le silence tenait toujours. Maigret resta immobile. À près de 40 minutes, une porte s'ouvrit au-dessus de lui. Pas au 4e étage. Le 2e. Lucien sortit, manteau à la main, bien qu'il ne fît pas encore nuit. Il se figea en voyant Maigret. « Je n'étais pas... » qu'en dit Lucien. Maigret leva doucement la main. « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. » Lucien resta immobile, incertain.
Vous allez quelque part, dit Maigret. Oui. À cette heure-ci? Lucien hocha la tête. Je me suis souvenu de quelque chose que je dois faire. Maigret attendit. Lucien ne bougea pas. Asseyez-vous, dit Maigret, en désignant la marche à côté de lui. Lucien hésita, puis s'assit, raide comme un piquet, en faisant attention de ne pas le toucher. Vous admiriez Vernou, dit Maigret en voix basse. Lucien déglutit. Je le respectais. Parce qu'il semblait serein. Et toi? Je n'oublie pas facilement, a déclaré Lucien. Je n'ai jamais oublié. Maigret se leva. Cela peut être un fardeau, a-t-il dit, ou une protection. Lucien leva les yeux vers lui, une lueur de peur traversant son visage. Je ne lui ai pas fait de mal, a-t-il déclaré rapidement. Maigret ne le contredit pas. Je sais, dit-il simplement. Lucien expira, les épaules affaissées de soulagement. Maigret le laissa là et monta les escaliers jusqu'au 4e étage. Il n'a pas touché à la porte de Vernouze. Au lieu de cela, il a écouté. Le bâtiment était plus calme maintenant qu'il ne l'avait été toute la journée. Derrière une porte, quelqu'un pleurait doucement. Une autre personne faisait les 100 pas, s'arrêtait, puis reprenait ses allers-retours. La pression, pensa Maigret, n'avait pas besoin de force, elle n'avait besoin que de temps. Ce soir-là, Maigret rendit de nouveau visite à Madeleine Charpentier. Elle ouvrit la porte comme si elle l'attendait. « Tu es resté à l'écart aujourd'hui » a-t-elle dit. « Oui. » Et c'était intentionnel. « Oui. » Elle l'a laissé entrer. « Vous vouliez que nous nous parlions entre nous » a-t-elle dit. Maigret esquissa un sourire. « Ça a marché ?» Elle s'est assise lourdement. « J'ai rêvé de lui » a-t-elle dit. « Pour la première fois depuis des années. » Que s'est-il passé dans le rêve? Il essayait de me donner quelque chose, dit-elle. Des papiers. Et toi? Je ne les prendrai pas. Maigret acquiesça. C'est souvent ainsi que l'esprit nous prépare à ce que nous avons évité. Elle le regarda d'un air sévère. Vous pensez que sa mort était liée à ces documents? Je pense, prudemment dit Maigret, que les journaux ont effrayé quelqu'un. Et que quelqu'un l'a tué? Maigret ne répondit pas. Un silence pesant régnait dans la pièce, mais pas hostile. Finalement, elle prit la parole. « Il y en avait d'autres, dit-elle, outre moi et la femme du 3e étage. »« Qui ?»« Des hommes qui en ont profité, a-t-elle dit, discrètement. »« De quoi ?»« De son silence. » Maigret se leva. « On tue rarement pour garder des secrets enfouis, a-t-il déclaré. On tue lorsque ces secrets sont au point d'être révélés. » Elle regarda la porte, puis lui. Il s'apprêtait à prendre la parole, a-t-elle dit. Oui, et c'est ce qui le rendait dangereux. Maigret hocha la tête une fois. De retour à son bureau plus tard dans la soirée, Maigret ne rédigea aucun rapport, il n'examina aucune preuve. Il était assis dans le noir, la pipe éteinte, pensant à la pression, comment elle s'accumulait invisiblement, comment elle se révélait non par des explosions, mais par des fissures. Dans ce bâtiment, quelqu'un vivait sous une tension sourde depuis des années. Quelqu'un dont la vie dépendait de la discrétion de Vernouze. Et maintenant, cette discrétion étant menacée, la peur avait remplacé l'habitude. Maigret savait que la peur ne resterait pas contenue. Tôt ou tard, cela n'est arrivé jamais. Chapitre 9. Le jeu de l'attente. L'inspecteur Maigret laissa passer le week-end sans intervention visible. Cela, plus que toute autre chose qu'il avait fait, perturba les gens à 27 quai de la gare. Samedi arriva sous une lumière terne et colorée. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas, pesant sur la ville comme un couvercle. Les sons portaient mal, les conversations s'interrompaient brusquement. Même la rivière semblait plus lente, plus lourde, comme alourdie par son propre poids. Maigret ne se rendit pas dans le bâtiment ce matin-là. Il restait donc dans son bureau, s'occupant des affaires courantes, signant des documents, répondant à des questions sans rapport avec Vernouze. Il laissait le temps faire ce qu'il faisait toujours de mieux, éroder les défenses. Dans l'après-midi, les habitants du bâtiment commencèrent à ressentir l'absence. Madame Giraud se surprenait à rester plus longtemps que d'habitude à sa fenêtre, à contempler le quai en dessous. Lucien arpentait son appartement, s'asseyant et se levant sans but précis. Hélène Morel relisait la même page d'un livre pendant 1 heure sans le tourner. Ils attendaient des pas dans l'escalier, qu'on frappe à la porte,
que le poids silencieux de la présence de Maigret revienne et donne forme à leur malaise. Non. Dimanche matin, Maigret longeait le canal près de chez lui, les mains enfoncées dans ses poches de manteau, sa pipe serrée entre les dents sans pour autant l'allumer. Il observait les couples flânants silencieux, les enfants donnant du pain aux oiseaux qui se disputaient les miettes, les vieillards s'assis sur des bancs, feignant de ne rien observer. La nature humaine se révélait le plus clairement lorsqu'elle n'était contrainte d'agir par rien. Dimanche soir, Maigret rendit de nouveau visite à Madeleine Charpentier. Elle ouvrit la porte comme si elle l'attendait. « Tu es resté à l'écart aujourd'hui », a-t-elle dit. « Oui. » Et c'était intentionnel. « Oui. » Elle l'a laissé entrer. « Vous vouliez que nous nous parlions entre nous », a-t-elle dit. Maigret esquissa un sourire. « Ça a marché ?» Elle s'est assise lourdement. « J'ai rêvé de lui », a-t-elle dit, pour la première fois depuis des années. « Que s'est-il passé dans le rêve ?»« Il essayait de me donner quelque chose, dit-elle, des papiers. Et toi ? Je ne les prendrai pas. » Maigret acquiesça. C'est souvent ainsi que l'esprit nous prépare à ce que nous avons évité. Elle le regarda d'un air sévère. Vous pensez que sa mort était liée à ces documents ? Je pense, prudemment, dit Maigret, que les journaux ont effrayé quelqu'un. Et que quelqu'un l'a tué ? Maigret ne répondit pas. Il ne monta pas immédiatement à l'étage. Il se tenait près de l'entrée, à l'écoute. Il y avait du mouvement, trop de mouvement. Des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Des pas qui résonnaient dans les pièces. Une radio s'alluma, puis s'éteignit brusquement. Les gens étaient agités. Leurs habitudes se délitaient. Maigret grimpa lentement. Au 2e étage, il s'arrêta. La lumière de Lucien était allumée, celle d'Hélène Morel aussi, au 3e. L'ombre de Madame Giraud se déplaçait sur ses rideaux. Tout le monde était réveillé. Maigret était assis sur le palier du 3e étage, comme il l'avait fait auparavant, et attendait. Il savait que l'art de l'attente était mal compris. On le percevait comme synonyme d'inaction. En réalité, il exigeait de la précision. Savoir quand être présent et quand se retirer. Savoir quand le silence serait plus éloquent que les questions. Cela n'a pas pris longtemps. Une porte s'ouvrit doucement au-dessus de lui. Hélène Morel entra dans le couloir. Elle se figea en voyant Maigret. « Tu es revenu ?» dit-elle. « Oui. » Elle restait là, comme si elle pesait quelque chose. « Je voulais te voir », dit-elle finalement. « Je sais. » Elle fronça les sourcils. « Comment ? » « Parce que vous avez atteint le point où le silence n'est plus supportable. » Elle n'a pas protesté. Ils entrèrent dans son appartement sans parler. Une fois assise, elle serra fermement ses mains sur ses genoux. « Il allait tout révéler, » dit-elle brusquement. « Pas seulement à toi, à tout le monde. » Maigret attendit. « Il m'a dit, » poursuivit-elle, « qu'il avait écrit des lettres, des copies, que si quelque chose lui arrivait, elles seraient envoyées. Envoyées à qui ? Aux anciens partenaires, aux familles, aux bureaux qui existent encore sous d'autres noms. » Le regard de Maigret resta fixé sur son visage. « Et cela vous a fait peur ? » ?»« Oui, » dit-elle. « Pas à cause de la loi. À cause de la mémoire ?» Elle hocha la tête. « Les gens oublient, » dit-elle. « Ils reconstruisent. Ils se disent qu'ils ont été victimes des circonstances. Et vers nous ? Il n'a jamais oublié, » dit-elle avec amertume. « Il a tout gardé. » Maigret se pencha en arrière. « L'avez-vous tué ?» demanda-t-il calmement. Elle a eu le souffle coupé. « Non, » dit-elle, « mais j'y ai pensé. » Elle se couvrit le visage de ses mains. « J'ai pensé à quel point ce serait facile, » murmura-t-elle. « Il me faisait confiance. Il m'a laissé entrer chez lui. » Maigret ne dit rien. Lorsqu'elle releva les yeux, ceux-ci étaient rouges mais fixes. « Je ne l'ai pas fait, » a-t-elle répété, « mais je sais qui aurait pu le faire. » Maigret attendit. « L'homme du café, » dit-elle, « celui qui a pris l'enveloppe. » Maigret hocha légèrement. « Il a travaillé avec Vernou, il y a des années. C'est lui qui avait le plus à perdre. » « Quel est son nom ?» Elle l'a donné. Maigret s'est rosé. « J'aurais besoin d'une déclaration, » a-t-il dit. « Oui. » Lorsque Maigret quitta son appartement, il ne descendit pas. Il est monté au 4e étage. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il s'est tenu directement devant la porte de Vernou et brisa le scellé. À l'intérieur,
L'appartement avait une odeur de renfermé, mais familière. Maigret se mouvait lentement, délibérément. Il ne chercha pas comme les autres. Il n'ouvrit pas les tiroirs hasardement. Il se dirigea directement au bureau du petit salon. Là, sous une pile de papiers clairement arrangés, il trouva ce qu'il attendait, un registre. Pas caché, simplement placé là où Vernou savait qu'il finirait par être trouvé. Maigret l'ouvrit. Les entrées étaient précises. Date, nom, montant. Des annotations écrites d'une main soignée et sobre. Aucun jugement, aucun commentaire. Des faits, rien que des faits. Maigret referma le livre et resta immobile un long moment. Vernou n'avait pas agi par imprudence. Il avait été délibéré. Il avait entamé un processus de compréhension, non pas de pardon, non pas d'absolution, mais d'une vision claire. Quelqu'un avait décidé que cela ne pouvait être autorisé. Maigret quitta l'appartement en verrouillant la porte derrière lui. En descendant l'escalier, il entendit une porte s'ouvrir au 2e étage. Lucien se tenait là, pâle. « Vous l'avez trouvé » dit Lucien. « Oui. » Lucien avala. « Il m'a dit un jour, » dit Lucien d'une voix douce, « qu'attendre parfois était la chose la plus dangereuse qu'une personne puisse faire. » Maigret soutint son regard. « Il avait raison, » déclara Maigret. Dehors, la rivière continuait de couler, dense et immuable. L'attente touchait à sa fin. Maigret réfléchit. La vérité allait devoir choisir entre faire surface spécifiquement ou se frayer un chemin en force. Chapitre 10. La faiblesse humaine. L'inspecteur Maigret n'arrêta personne le lendemain matin. Cela aussi était délibéré. Il passait ses premières heures dans son bureau, le registre ouvert sur son bureau, une tasse de café refroidissant à côté. Il ne le lisait pas d'une traite. Au contraire, il laissait son regard vagabonder, s'arrêter, revenir sur certains noms sans les fixer. Les chiffres, isolés, n'avaient aucun sens. Ce qui importait, c'était le mouvement humain qui les sous-tendait. L'hésitation avant une inscription, le long intervalle entre deux dates, l'apparition soudaine ou la disparition d'un chiffre. Vernou avait été méticuleux, non pas obsédé, mais prudent. Ce n'était pas le récit d'un homme préparant un piège, c'était celui de quelqu'un qui ne supportait plus l'ambiguïté. Certains noms étaient barrés, non pas effacés, Vernou n'avait jamais effacé, mais barrés d'un trait fin et décisif. D'autres restaient intacts, comme en attente d'un verdict qui n'avait pas encore été rendu. Un nom est apparu 2 fois dans les dernières pages. Pour un autre enquêteur, cela n'aurait guère signifié grand-chose. Pour Maigret, c'était le signe d'une tension palpable. Non pas de panique, Vernou n'était pas un homme paniqué, mais d'une urgence. Un homme à bout de patience. Maigret referma le registre et se leva. En milieu de matinée, il était de retour à 27 quai de la gare. L'immeuble avait quelque chose de différent. Non seulement l'atmosphère était pesante, mais tendue, comme une pièce où une dispute n'avait pas encore éclaté, mais était inévitable. La concierge le salua sans son commentaire habituel. Elle l'observait comme on observe un médecin s'approcher avec des résultats d'analyse. Maigret monta lentement les escaliers et s'arrêta au 2e étage. La porte de Lucien était fermée. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Maigret n'a pas frappé. Il continua à monter. Au 3e étage, l'appartement d'Hélène Morel était silencieux. Ses rideaux étaient ouverts, la pièce dévoilée comme jamais auparavant. Un changement subtil, un léger abandon. Maigret marqua une pause puis reprit. Au 4e étage, il s'arrêta une fois de plus devant la porte de Vernou. Le sceau avait disparu. La porte restait là où elle était depuis des années. Ordinaire, banale, incapable de s'expliquer. Maigret se détourna. L'homme qu'il cherchait ne s'y trouvait pas. Il descendit au 1er étage et frappa à la porte de M. Klein. La bouche s'ouvrit lentement, la toux familière précédant l'homme lui-même. « Oui ? Puis-je entrer ?» demanda Maigret. Klein hésita puis s'écarta. Son appartement était encombré mais habité, lourd de vieux meubles et imprégné d'une odeur de tabac. Des journaux s'empilaient en piles irrégulières. Ici, le temps s'était accumulé plutôt que de s'écouler. « Vous cherchez quelque chose » dit Klein en s'installant avec effort dans son fauteuil. « Pour quelqu'un » répondit Maigret. Klein esquissa un sourire. « N'est-ce pas le cas de nous tous ?» Maigret était assis en face de lui.
Vous vivez ici depuis longtemps, dit Maigret. Oui. Vous avez remarqué quand Vernou a cessé d'aller au café. Oui. Pourquoi cela vous importait-il? Klein fronça les sourcils. Parce que les habitudes sont des ancres. Quand elles se relâchent, les gens dérivent. Maigret acquiesça. Vernou vous a-t-il déjà parlé de son passé? Klein hésita, puis haussa les sourcils. Pas directement. Mais... Il m'a demandé un jour, dit Klein lentement, si un homme pouvait vivre toute sa vie à côté de quelque chose sans le toucher. Et qu'avez-vous répondu? Qu'à un moment donné, quelque chose cède. Maigret observait attentivement Klein. Vous avez déjà travaillé avec Vernou. Les yeux de Klein clignèrent. Non. Vous le connaissiez professionnellement, corrigea Maigret. La toux de Klein revint, plus rauque s'épsoa. Il y a des années, a-t-il admis, brièvement. Au sein de l'entreprise, à la fin des années 30. Klein ne la nia pas. Nous étions jeunes, a-t-il dit, et prudents. Attention aux chiffres, déclara Maigret, et aux responsabilités. Klein détourna le regard. Nous avons fait ce qui était nécessaire, a-t-il dit calmement. De qui? Klein ne répondit pas. Maigret se leva. Je ne suis pas là pour vous accuser. Je suis là pour comprendre pourquoi Vernou vous a fait peur. Les épaules de Klein s'affaissèrent. Il ne voulait pas que cela reste enterré, a dit Klein. C'était son défaut. Et le vôtre? C'est ce que j'espérais, répondit Klein. Maigret le laissa là, essoufflé, le regard fixé au sol. Au deuxième étage, Maigret frappa enfin. Lucien ouvrit la porte presque immédiatement, comme s'il attendait derrière. « Vous allez arrêter quelqu'un » dit Lucien. « Peut-être, mais pas vous. » Lucien expira bruyamment. « Il m'a tout expliqué. » Soudainement Lucien. Maigret le regarda. Pas les chiffres, le sentiment, que porter quelque chose trop longtemps le transforme en poison. Maigret acquiesça. Qui lui a fait le plus peur? Demanda Maigret. Lucien hésita. Ceux qui avaient besoin qu'ils se taisent, a-t-il dit, surtout ceux qui avaient l'air ordinaire. Maigret le remercia et remonta, s'arrêtant cette fois devant l'appartement de Madame Giraud. Elle ouvrit la porte d'une main tremblante. « Je n'ai rien fait », a-t-elle immédiatement déclaré. « Je sais », répondit doucement Maigret. Elle le regarda, surprise. « Tu écoutes trop attentivement, dit-elle. C'est mon travail. » Elle hésita, puis prit la parole. « Il est venu me voir la veille de sa mort, » a-t-elle dit. « Pas à l'intérieur, sur le palier. » Le regard de Maigret s'aiguisa. « Qu'a-t-il dit ?»« Il m'a demandé ce que les gens craignaient le plus, » a-t-elle dit. « La punition ou le fait d'être vu clairement. »« Et toi ?» ?»« J'ai dit être vu, » murmura-t-elle. Maigret acquiesça. « Voilà, pensait-il, la réponse à tout. » De retour dans son bureau ce soir-là, Maigret passa en revue la journée non pas comme une suite d'entretiens, mais comme un portrait. Vernou n'avait pas été tué pour de l'argent. Il n'avait pas été tué par vengeance. Il avait été tué parce qu'il menaçait de rétablir la clarté, de remplacer l'oubli confortable par une mémoire précise. Quelqu'un avait compris qu'une fois la vérité révélée, elle ne se tairait plus jamais. Carrière reconstruite, vie normalisée, compromis moraux atténués par le temps, rien ne résisterait à la révélation. Ce n'était pas la cruauté qui était la faiblesse, c'était la peur d'être vu sans excuse. Maigret se versa un verre et se tint près de la fenêtre, regardant la ville s'enfoncer dans la nuit. Demain, il n'attendrait plus. Demain, il parlerait franchement. Et la vérité, silencieuse, inévitable et profondément humaine, pourrait enfin se tenir là où Vernou ne le pouvait plus. Chapitre 11. Le calme avant la vérité. L'inspecteur Maigret est retourné à 27 quai de la Gare juste après l'aube, à l'heure où la ville n'avait pas encore décidé si elle devait se réveiller ou replonger dans le sommeil. Le ciel était pâle, indécisif. Une fine brume planait au-dessus du fleuve, estompant ses contours au point que l'eau et l'air semblaient se confondre. Paris paraissait fatigué sous cette lumière, authentique, sans fioriture, dépouillé de tout prétexte. Maigret appréciait cette heure. Les gens n'avaient pas encore reconstruit leur défense. À l'intérieur de l'immeuble, la concierge était déjà levée.
Elle regarda Maigret avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Tu n'es pas venu hier soir » a-t-elle dit. « Non. Mais vous le ferez aujourd'hui. » « Oui. » Elle acquiesça un signe de tête, acceptant cela comme on accepte l'arrivée du mauvais temps. Maigret ne monta pas immédiatement. Il resta au seuil, à écouter. Le bâtiment avait encore changé. La tension des jours précédents avait laissé place à une atmosphère plus calme, plus pesante. L'agitation avait disparu, remplacée par la résignation. Ce qui approchait désormais était si proche qu'on pouvait le sentir. Maigret grimpa lentement. Au premier étage, la porte de M. Klein restait close. Pas de tout. Pas de radio. Rien. Au deuxième étage, l'appartement de Lucien était également silencieux. Sa lumière était éteinte. Il était parti tôt, ou peut-être n'avait-il pas dormi du tout. Au troisième étage, une chaise a grincé, puis s'est immobilisée. Quelqu'un a expiré bruyamment, comme pour se reprendre. Maigret s'arrêta là, posant une main sur la rampe. C'est ce moment que les gens ont souvent mal compris. Ils croyaient que la vérité surgissait soudainement, annoncée par une accusation ou une arrestation. Pour Maigret, elle survenait discrètement, une fois toute résistance épuisée. Maigret continua à monter. Au quatrième étage, il s'arrêta devant l'appartement de Vernoux. La porte était close, désormais déverrouillée, vidée de toute signification. Ce n'était plus le cœur de l'affaire, c'était simplement le lieu où tout s'était arrêté. Maigret se retourna et frappa à la porte de Madame Giraud. Elle l'ouvrit aussitôt. « Tu vas y arriver » dit-elle. « Oui. » Elle s'est écartée sans protester. À l'intérieur, l'appartement était d'une propreté inhabituelle, comme si elle s'était préparée à une inspection. Maigret remarqua immédiatement cet effort. On nettoyait quand on voulait garder le contrôle. « Vous m'avez dit qu'il vous avait parlé la veille de sa mort, » dit Maigret. « Oui. » « À quelle heure ?»« Tard, après 10 heures. »« Avez-vous entendu quelqu'un d'autre dans l'escalier ?» Elle pensa. « Non. »« L'avez-vous revu revenir ensuite ?» ?»« Non. » Maigret acquiesça. « Vous ne me l'avez pas dit plus tôt, » dit Maigret. Elle baissa les yeux. « Je pensais que ça n'avait pas d'importance. »« Ça comptait pour vous, » répondit doucement Maigret. Elle ne protesta pas. Maigret partit et descendit au troisième étage. Il frappa à la porte d'Hélène Morel. Elle l'ouvrit lentement, déjà pâle, déjà crispée. « Vous savez pourquoi je suis ici ?»« Oui. »« Vous vivez avec ça depuis longtemps ?»« Oui. » Maigret entra et s'assit sans y avoir été invité. « Vous avez dit à Vernoux qu'il était trop tard, que certaines choses ne devaient pas être rouvertes. » « Oui. » Mais vous avez continué à écouter. Elle tressaillit. « Il n'arrêtait pas d'insister, dit-elle. Il voulait que tout soit nommé. Et cela vous a fait peur. »« Oui. » »« Mais pas suffisamment pour le tuer. » Elle secoua la tête. « Non, je voulais qu'il s'arrête, mais pas comme ça. » Maigret l'observa. « Vous attendiez que quelqu'un d'autre agisse, dit-il doucement. » Son silence était une réponse suffisante. Maigret se leva et partit. Au deuxième étage, la porte de Lucien était toujours fermée. Maigret ne frappa pas. Il est descendu au premier étage. La porte de M. Klein s'ouvrit avant que Maigret ne l'atteigne. Klein se tenait là, plus maigre que jamais, les yeux injectés de sang, comme si le sommeil l'avait complètement abandonné. « Vous êtes venu ?» dit Klein. « Oui. » Klein s'écarta. Son appartement sentait le renfermer, comme s'il n'avait pas été touché depuis la veille. Les journaux gisaient là où on les avait laissés. La chaise près de la fenêtre était inoccupée. « Vous saviez que ça allait arriver, » a dit Maigret. « Oui, » répondit Klein, depuis qu'il a cessé de fréquenter le café. Maigret s'assit lourdement en face de lui. « Vous espériez que le temps vous protégerait, » dit Maigret. Klein esquissa un sourire amer. Ça a toujours été le cas auparavant. Jusqu'à Verneau. Klein baissa les yeux. Il ne pouvait pas se pardonner, a déclaré Klein. C'était là le problème.
Et vous ? demanda Maigret. Je me suis pardonné il y a longtemps. Maigret secoua lentement la tête. Non, dit-il, tu t'es distraite, c'est différent. Les mains de Klein tremblaient légèrement. Vous l'avez rencontré 2 fois au café, a dit Maigret. Klein ferma les yeux. Oui. Il vous a donné une enveloppe. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des copies, murmura Klein. Des enregistrements, des preuves. Et qu'en avez-vous fait? Je les ai brûlés. Maigret se pencha en avant. Tous? Klein hésita. Non. Maigret attendit. J'en ai gardé un, a déclaré Klein, au cas où. Au cas où? Au cas où il tenterait quelque chose, dit Klein d'une voix faible. Maigret se leva. Et quand il n'a pas arrêté? Klein leva les yeux, la peur à nu désormais. Je suis allé le voir, a-t-il dit, pour le raisonner. Quand? Samedi soir. Maigret ne dit rien. Il était calme, poursuivit Klein, trop calme. Il a dit qu'il en avait assez de porter ce fardeau seul. Maigret laissa le silence s'étirer. Je ne voulais pas, commença Klein. Maigret leva la main. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-il. Klein avala. Il m'a proposé du thé, a-t-il dit. Il le faisait toujours. Maigret hocha lentement la tête. Et le thé, dit Maigret, était la seule habitude qui n'avait pas changé. Klein s'est alors effondré, pas de façon spectaculaire, pas avec des tris ou des cris, mais dans un effondrement silencieux et intérieur. « Je voulais juste qu'il s'arrête », murmura-t-il. Maigret se tenait debout, son épais manteau toujours sur les épaules, sa pipe éteinte à la main. « Je sais », dit-il. C'était là, songea Maigret, la phrase la plus dangereuse qu'un homme puisse se dire. Dehors, la rivière continuait de couler, indifférente comme toujours. À l'intérieur du bâtiment, le calme qui précédait la vérité avait disparu. Ce qui subsistait n'était pas le chaos, mais la certitude tranquille qu'aucune habitude, aucun silence, aucune vie prudente ne pourrait résister éternellement au poids de ce qui avait été fait. Chapitre 12. La confession. L'inspecteur Maigret n'interrompit pas M. Klein. Il avait appris que les aveux, lorsqu'ils finissaient par arriver, avaient leur propre rythme. Intervenir, corriger un détail, insister trop tôt, c'était risquer de transformer la vérité en légitime défense. Maigret laissa les mots s'échapper, aussi maladroitement fussent-ils. Klein resta immobile, les mains posées sur ses genoux comme si elles ne lui appartenaient plus. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Il paraissait plus âgé que la veille, comme si un poids d'effort venait enfin de se dissiper. « Ce n'était pas prévu, » dit Klein. « C'est ce que les gens disent toujours, n'est-ce pas ?» Maigret ne dit rien. « Je me suis dit que j'allais le persuader, faire appel à sa raison, lui rappeler le temps qui s'était écoulé. » Maigret hocha une fois, presque imperceptiblement. « Vous n'y croyez plus, » dit Maigret à voix basse. Klein secoua la tête. « Non. » Je savais, en montant ces escaliers, que les mots ne suffiraient pas. Il toussa voliamment, puis se força à continuer. « Il avait changé, » dit Klein. « Vous l'aviez noté, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Il était plus léger, » a dit Klein, comme s'il avait déjà pris sa décision. Cela m'a terrifié. « Parce qu'il avait cessé de négocier avec lui-même, » dit Maigret. « Oui, » murmura Klein. « Exactement. » Klein se laissa aller en arrière, fixant le plafond. « Lorsqu'il m'a proposé du thé, j'ai compris qu'il comptait parler longuement, m'expliquer, me faire comprendre. Et cela était insupportable. « Oui. » La voix de Klein se fit plus étranglée. « J'avais quelque chose sur moi, dit-il. Quelque chose de petit,
quelque chose que je gardais depuis des années. Maigret ne demanda pas ce que c'était. Il le savait déjà. Je l'ai mis dans sa tasse, a dit Klein. Je me suis dit que ça l'endormirait, que je prendrais les papiers et que je partirais, qu'il se réveillerait plus tard et qu'il changerait peut-être d'avis. La pipe de Maigret restait éteinte. Et quand il ne s'est pas réveillé, Klein ferma les yeux. J'ai attendu, dit-il, longtemps. Je l'ai regardé respirer, de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Maigret laissa le silence s'étirer. Je l'ai arrangé, a déclaré Klein. Comme il aimait les choses. Je ne voulais pas qu'il ait l'air perturbé. Maigret hocha lentement la tête. Tu es resté fidèle à ses habitudes, a-t-il dit, même à cette époque. Klein laissa échapper un son sec et haché qui aurait pu être un rire. Je pensais préserver ma dignité, a-t-il déclaré, mais en réalité j'évitais simplement de regarder ce que j'avais fait. Maigret se leva. Il n'a pas sorti les menottes immédiatement. Il alla donc à la fenêtre et contemplait la rivière. La brume matinale s'était dissipée. L'eau coulait paisiblement, indifférente aux soubresauts des hommes. « Vous l'avez tué, » dit Maigret, sans accusation, sans douceur, simplement comme un fait. « Oui. »« Parce que tu avais peur. »« Oui. »« Non pas de prison, » ajouta Maigret, « mais d'être vu clairement. » Klein acquiesça. « Les gens aiment croire que le temps leur pardonne, » a déclaré Klein. Il savait que ce n'était pas le cas. Maigret se retourna vers lui. « Il vous a forcé à vous rappeler, et la mémoire était la seule chose que vous ne pouviez plus contrôler. » Klein ne l'a pas nié. Maigret sortit finalement son carnet, non pas pour y consigner l'aveu, mais pour marquer le moment où il n'appartenait plus seulement à eux deux. « Je vais devoir vous emmener. »« Je sais. » Klein se leva avec difficulté, s'appuyant brièvement sur l'accoudoir du fauteuil. « Je ne regrette pas de l'avoir arrêté, » dit Klein. « Je regrette d'avoir eu à le faire. » Maigret le regarda longuement. « C'est ce qui rend cela humain, » a déclaré Maigret. « Pas excusable, mais humain. » Ils ont quitté l'appartement ensemble. Dans la cage d'escalier, les portes restaient closes, mais Maigret sentait le bâtiment vibrer à son écoute. Il pouvait presque percevoir le soulagement qui émanait des murs, non pas le soulagement face à la culpabilité de Klein, mais celui de voir enfin l'incertitude se concrétiser. Au 3e étage, une lame de parquet grinça légèrement. Au 2e instant, quelqu'un expira. Personne ne parla. À l'entrée, la concierge leva les yeux et comprit immédiatement. Elle se leva, lissant son tablier, ses gestes précis et assurés. « C'était donc lui ?» dit-elle. « Oui. » Elle hocha une fois la tête. « Je le pensais aussi, » dit-elle doucement. « Il toussait plus quand il mentait. » Dehors, le quai était plus lumineux à présent. La journée avait trouvé son rythme. Tandis que Maigret guidait Klein vers la voiture qui l'attendait, il n'éprouvait ni triomphe ni satisfaction. Seulement le poids familier qui accompagnait chaque affaire. La certitude que la vérité, une fois révélée, ne pouvait jamais rendre ce qui avait été perdu. Derrière eux, le 27 quai de la gare restait là, tel qu'il avait toujours été, gris, sans particularité, déjà prêt à absorber l'absence qu'il laissait derrière lui. Mais Maigret savait que quelque chose avait changé. Un silence avait été brisé, et même si le silence revenait, comme toujours, il ne s'installerait plus jamais tout à fait de la même manière.